Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. On ne va pas tarder à commencer. Je vous laisse vous installer confortablement et laisser le temps à tout le monde de rejoindre le webinaire. Bienvenue à tous. On va commencer d'ici une minute ou deux. Vous avez à votre disposition un onglet de chat pour correspondre avec moi, donc n'hésitez pas. Bonjour Antonine. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si vous voyez bien le support, si tout est bon pour vous. Voilà. Super, donc tout fonctionne. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Super, merci Léa. Encore une minute et puis on commence. Je vais peut-être juste en profiter voilà, pour me présenter en attendant. Donc moi, je suis Lise Pesta et je suis conseillère référente marché public pour les artisans et les acheteurs publics du Grand Est. Je travaille en binôme avec Cécilia, qui, elle, exerce les mêmes fonctions que moi, mais sur le territoire de l'Alsace. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Cécilia en fonction de l'endroit dans lequel vous habitez. Voilà, puis on essaiera de répondre à toutes vos questions, vous aider à faire le point sur votre situation, savoir si potentiellement les marchés publics peuvent vous générer des opportunités, vous accompagner dans votre processus de première réponse, vous aider à acquérir un certificat de signature électronique, facturé sur Chorus, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées. Vous avez aussi les coordonnées de Cécilia et vous avez normalement la possibilité, en cliquant sur un petit icône en haut à droite de votre écran, de télécharger directement le support au format PDF. Voilà, donc comme ça, vous aurez nos coordonnées. N'hésitez pas à les récupérer dès maintenant. Hop, et on laisse à tout le monde le temps d'arriver. On va commencer. Soyez les bienvenus sur ce webinaire qui s'intitule Métiers d'art et marché public, des opportunités pour mon activité. Donc, sans grande surprise, au niveau du déroulement de ce webinaire, on va commencer par une petite partie introductive pour replacer les choses dans leur contexte. C'est quoi un marché public? C'est quoi les différents types de marchés publics? Comment est-ce que ça peut correspondre à des idées de montant, de procédures, d'activités? Et on essaiera de voir ensemble aussi des exemples concrets. Voilà, des exemples de marchés qui sont publiés à l'heure actuelle sur le territoire du Grand Est et qui concernent les artisans d'art. Et deuxième partie, voilà, on essaiera de vraiment rentrer dans du concret et on verra ensemble les 3 premières étapes de la démarche de réponse au marché public, c'est-à-dire la première étape, c'est la démarche de veille. Donc, je vais venir identifier des marchés publics qui m'intéressent sans savoir si je vais y répondre pour le moment. Ensuite, la deuxième phase, on va dire un petit peu d'analyse. Voilà, j'ai quelques paramètres à prendre en compte qui vont déterminer si j'y vais ou pas, si je me lance ou pas. Et enfin, la troisième étape qui va être de construire sa réponse pour répondre au mieux aux attentes des acheteurs et pour valoriser au mieux son savoir-faire. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à ce stade. Donc effectivement, le lien de replay vous sera envoyé automatiquement à la fin du webinaire. Je répète aussi que vous avez la possibilité de télécharger le support directement au format PDF en cliquant en haut à droite de votre écran. Voilà. Si ça vous va, on rentre dans le vif du sujet. Alors, première partie, quelles opportunités pour mon activité? Alors, qu'est-ce qu'un marché public? C'est quand même bien, avant de rentrer dans la partie métier d'art, de se rappeler des notions essentielles. Donc, c'est quoi un marché public? Un marché public, pour être très simple, c'est un contrat. Ce n'est rien d'autre qu'un contrat qui va venir vous lier avec un acheteur public. Donc, qui dit contrat, dit engagement réciproque, c'est-à-dire la réalisation de prestations contre une rémunération. Alors, pourquoi je vous dis ça? Ça peut paraître vraiment évident, dit comme ça, mais c'est ce qui va permettre notamment de différencier un marché public d'une subvention, par exemple. Dans le cas d'une subvention, lorsqu'une collectivité va vous verser une somme d'argent, une fois que vous avez reçu la somme d'argent, vous n'avez plus aucun engagement juridique avec la collectivité.
C'est-à-dire que vous n'avez plus de contrepartie à effectuer une fois que vous avez reçu l'argent. Dans le cas d'un marché public, il y a un engagement réciproque. Donc, quand vous touchez l'argent, vous êtes encore engagé vis-à-vis de la collectivité. Donc, première chose, un marché public, c'est un contrat. Mais c'est un contrat avec un client un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'un acheteur public. Alors, quand on dit acheteur public, il y a certains exemples qui peuvent être relativement évidents. Hein, voilà, l'État, les ministères, les établissements publics, les collectivités territoriales, type communes, départements, régions, les communautés de communes, etc., etc. Mais il y en a d'autres qui peuvent être peut-être un peu moins évidents à identifier, comme les chambres consulaires, hein, les chambres de métier, les chambres de commerce et d'industrie, etc. Les offices de tourisme, les hôpitaux, les CROUS, les prisons, la SNCF, etc., etc. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a certainement des acheteurs publics près de chez vous qui ont des besoins auxquels vous pourriez répondre, mais auxquels vous ne pensez pas. Parce que les marchés publics, c'est pas que du BTP. Enfin voilà, généralement, quand on dit marché public, on pense toujours marché de travaux. Mais les marchés publics, en réalité, ils permettent de répondre à des besoins très variés auxquels on ne pense pas toujours de manière intuitive. Par exemple, la photographie pour faire des photos de classe, des photos des équipes, les photos des vœux du maire, de la production audiovisuelle pour faire des films, ou alors de la décoration, quand on fait des rénovations, mettre une œuvre artistique, voilà, des animations d'ateliers pour les enfants, pour les seniors, pour les professionnels. Voilà, la restauration d'une église avec, par exemple, des vitraux, de la facture d'harmonium ou d'orgue, etc., etc. Tout ça pour vous dire que finalement, un marché public, ce n'est rien d'autre qu'un contrat avec un client un peu particulier puisque c'est un acheteur public et que cet acheteur public vous demande de répondre à un besoin d'achat particulier. Alors, vous allez me dire, oui, mais un marché public, ça n'a rien à voir avec un contrat privé avec un particulier, par exemple. C'est beaucoup plus lourd, c'est obscur, il y a plein de termes compliqués, etc., etc. Alors, je suis d'accord avec vous dans une certaine mesure, parce qu'il y a quand même, on va dire, une tolérance dans l'application des règles, de cette procédure, en fonction du montant du marché. Ce qui m'amène à vous présenter finalement les deux types de procédures, les deux types de chemins qui peuvent vous permettre de remporter un marché public. Premier type de chemin qui peuvent vous conduire au marché public, c'est les marchés pour lesquels on va avoir une mise en concurrence facultative. Donc ça concerne des montants inférieurs à 40 000 € hors taxe ou 30 000 € hors taxe pour le dispositif 1%. On y reviendra juste après. Donc dans ces cas-là, donc sur des petits, on va dire des petits montants, hein, l'acheteur peut choisir de demander simplement à quelques entreprises qu'il connaît un devis. Ça ne signifie pas qu'il ne peut pas vous demander plus que ce simple devis, mais il a le droit juridiquement de s'y tenir. Donc là, vous l'aurez compris, vous avez un vrai intérêt à venir vous faire connaître en amont du marché des acheteurs près de chez vous pour que le jour où ils ont un besoin, ils aient votre carte de visite et ils puissent vous appeler. Voilà. Donc ça, c'est le premier type de marché pour des montants inférieurs à 40 000 ou 30 000 pour le dispositif 1%, mise en concurrence facultative. Deuxième type de chemin qui peuvent vous amener à un marché public, c'est les marchés sur lesquels la mise en concurrence est ici obligatoire. Donc, réciproquement, montant supérieur à 40 000 ou 30 000 pour le dispositif 1%. Et dans ce cas-là, l'acheteur, il est tenu ici, hein, il n'a pas le choix, il doit publier ce qu'on appelle un appel d'offres ou un appel à candidature. Et là, il n'a pas le choix, il est obligé de vous demander de fournir un dossier de réponse, on va dire, plus conséquent, hein, avec plusieurs documents, etc. Il doit mettre en place une mise en concurrence. Et donc là, vous l'aurez compris, hein, il y a un intérêt à venir vous faire connaître en amont du marché, mais il y a aussi un intérêt à soigner sa démarche de réponse. Comment est-ce qu'on construit les documents, et comment est-ce qu'on valorise son savoir-faire à l'écrit, etc., etc. Je voulais attirer votre attention sur la différence entre la procédure et le marché. La procédure, c'est le chemin qui vous amène jusqu'au marché, le marché étant le résultat. Souvent, on me dit « Ah, pour des petits montants, il n'y a pas besoin de passer par les marchés publics. » Non, c'est pas vrai. Peu importe le montant, à partir du premier centime, un acheteur public qui contractualise avec vous, à partir du premier centime, on est
dans du marché public. Mais simplement, on n'est pas passé par une procédure très complexe. Mais on est quand même dans du marché public. Donc, il faut simplement retenir qu'il y a différents chemins qui peuvent vous amener jusqu'au marché public. Mais il n'y a pas un chemin, on va dire, de recette miracle ou de chemin qui soit meilleur qu'un autre. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce stade? Est-ce que tout est clair sur les deux types de chemins? Petit montant, enfin, quand je dis petit montant, hein, c'est pas du tout péjoratif. Petit montant, on peut s'en tenir à un seul devis. Et quand on est sur des montants un petit peu plus importants, on doit répondre avec un dossier de réponse un peu plus conséquent. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie de regarder le chat régulièrement. Voilà. Maintenant, autre distinction, appel d'offres, appel à projet, appel à candidature. Vous avez certainement déjà entendu ces mots-là et vous vous êtes dit, ah, ça doit avoir un rapport avec les marchés publics, mais finalement, vous ne savez pas comment les différencier. Alors, il y a deux choses à retenir. C'est que dans le cas d'un appel d'offres, enfin, comment dire, la première chose à retenir, c'est qu'il y a une vraie distinction entre l'appel d'offres et l'appel à projet ou l'appel à candidature. Dans le cas d'un appel d'offres, on a vraiment un acheteur qui a défini très précisément son besoin. C'est-à-dire qu'il a émis un cahier des charges et votre offre, votre proposition, elle doit suivre scrupuleusement ce cahier des charges. Vous n'avez pas vraiment de marge de manœuvre. Si vous pensez que vous avez une solution qui serait meilleure pour répondre aux besoins de l'acheteur, ça n'intéresse pas l'acheteur. Il veut que vous répondiez précisément aux besoins qu'il a exprimés comme il l'a exprimé dans le cahier des charges. C'est un peu comme, on va dire, une épreuve de cuisine dans laquelle on va vous donner une recette et vous devez reproduire la recette le plus fidèlement possible. Or, dans le cas d'un appel à projet ou dans le cas d'un appel à candidature, l'acheteur, il sait à peu près ce qu'il veut. Il a défini les grandes lignes, mais il fait appel à vous en tant qu'expert pour lui soumettre un projet. Voilà. Donc, grosso modo, vous avez une proposition qui est plus libre que dans le cas d'un appel d'offres. C'est un peu, voilà, si on regarde la métaphore du concours de cuisine, c'est un peu on est un peu dans le cadre d'une épreuve à thème, où on vous donne un ou deux ingrédients imposés, et ensuite, c'est à vous de proposer votre recette. Voilà. Autre distinction, c'est que dans le cas de l'appel d'offres, vous avez une procédure qui s'effectue en une fois. Vous déposez l'ensemble des documents, et ensuite, on vous dit si vous avez remporté le projet ou pas. Alors que dans le cas d'un appel à projet ou dans le cas d'un appel à candidature, c'est une procédure en deux fois. D'abord, vous remettez un avant-projet, on fait une présélection et ensuite on revient vers vous. Généralement, on garde 3 candidats et on leur demande d'approfondir un petit peu le projet et ensuite on organise une deuxième phase de sélection. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie distinction. Maintenant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a différents chemins qui mènent jusqu'au marché public. Et appel d'offres et appel à projet, finalement, c'est deux types de chemins qui permettent d'arriver jusqu'au marché public. Donc voilà, le marché public, c'est un contrat qu'on peut obtenir par différentes procédures, comme on disait, mise en concurrence, pas de mise en concurrence, appel d'offres, appel à projet, appel à candidature. Mais retenez bien que le marché public, c'est le contrat, qu'il y a différentes procédures et qu'il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de montant minimal pour parler de marché public. Voilà, donc là, je vous ai fait un petit schéma récapitulatif en fonction aussi du type d'activité. Hein. Souvent, au sein des métiers d'art, on distingue les activités de la restauration, des activités de la création artistique. Donc, retenez que pour chacun de ces types d'activités, il y a des opportunités de marché sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Quel que soit le montant, que ce soit sur des petits marchés, comme sur des gros marchés, donc marché sans mise en concurrence ou avec mise en concurrence, et quelle que soit la procédure, appel d'offres ou appel à projet, en fonction du degré de précision du besoin de l'acheteur. Je voulais faire un petit aparté sur le dispositif 1%, qui est un cas particulier de marché qui est réservé aux activités de création artistique. Donc on va en parler juste après, mais voilà. Le message clé, c'est quelle que soit votre activité, le montant du contrat que vous visez et les procédures qui sont utilisées,
en fonction du besoin de l'acheteur. Il y a des opportunités qui existent pour les artisans d'art, les professionnels des métiers d'art. Un petit aparté sur le dispositif 1%, on ne va pas trop s'attarder dessus, mais ça peut concerner beaucoup d'entre vous, donc je voulais présenter rapidement le dispositif. Le dispositif 1%, c'est quoi? C'est une règle juridique qui va venir imposer aux acheteurs publics de consacrer 1% de leur enveloppe de travaux, que ce soit pour des activités de construction, d'extension ou de réhabilitation, donc 1% de leur enveloppe de travaux, à la commande ou à l'achat d'une œuvre artistique dans la limite de 2 millions d'euros par projet. Voilà, donc par exemple, ça peut être, je vous ai mis des exemples d'acheteurs qui pouvaient être concernés, ça peut être par exemple la région Grand Est qui souhaite installer une œuvre d'art dans le cadre de la construction d'un nouveau lycée, ou alors un hôpital pour la rénovation d'un service, ou une mairie pour l'extension je sais pas moi, de sa salle des fêtes, par exemple. C'est un dispositif qui a déjà permis à 4000 artistes de proposer leurs œuvres. Et là, je vous ai mis quelques exemples d'œuvres qui avaient pu être réalisées dans le cadre de ce dispositif-là. Alors, quelques petites précisions par rapport au dispositif 1%. Qui est-ce qui peut candidater? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de marché public, il y a 2 règles fondamentales. La première règle, c'est que tout le monde peut répondre, ce qu'on appelle la liberté d'accès au marché. Et deuxième règle, c'est que toutes les réponses sont traitées de manière égalitaire. Ça signifie que tout le monde peut se porter candidat au dispositif 1%. Et donc, le statut d'artiste-auteur, par exemple, il n'est pas obligatoire. En revanche, la sélection, elle va se faire sur la qualité du travail artistique. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas ce statut-là, il va falloir que vous démontriez par votre portfolio, par votre expérience, etc., que votre travail relève d'une vraie démarche artistique. Et concernant le périmètre des arts concernés, il est très large, comme vous pouvez le voir. C'est tout ce qui concerne, on va dire, les arts visuels. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au dispositif 1%? Est-ce que vous avez connaissance de ce dispositif-là? Est-ce que vous avez déjà, vous êtes déjà positionné sur ce type de dispositif? Voilà, j'avais fait un webinaire spécifique sur ce dispositif-là il y a quelques mois. Alors, les dispositifs sont-ils publiés sur les plateformes? Alors, vous pouvez en prendre connaissance sur les plateformes d'appel d'offres, on en parlera tout à l'heure la veille, et vous avez aussi une page spécifique du ministère de la Culture qui est dédiée au dispositif 1%. La seule problématique, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de paramétrer des alertes, comme sur les plateformes de veille. Donc, c'est à vous de vous discipliner et d'aller voir toutes les semaines, par exemple, cette fameuse page du dispositif 1% du ministère de la Culture pour aller voir quels sont les dispositifs, quels sont potentiellement les nouveaux projets qui sont ouverts. Est-ce que les collectivités bénéficient davantage à mobiliser ce dispositif 1%? Je ne comprends pas la question, Pierre-Étienne. Est-ce que tu veux que je t'ouvre le micro? Attends, je vais essayer de t'ouvrir le micro. Invité à participer. Voilà. Donc, normalement, je t'ai ouvert le micro. Si tu veux préciser un petit peu ta question. Pierre-Étienne, qui est référent métier d'art à la Chambre de métier. Est-ce que les collectivités bénéficient davantage de mobiliser ce dispositif 1%? Je n'ai pas compris la question. Bon, en attendant que Pierre-Étienne arrive à ouvrir son micro, on va passer à la question, à la partie numéro 2, qui se veut un petit peu plus pratique. Hein. Voilà, maintenant, on a parlé de grands termes, etc. Maintenant, on va voir de manière très pratique comment est-ce qu'on fait pour se lancer sur les marchés publics. Donc, première étape, c'est l'étape de veille. Identifier les marchés publics qui m'intéressent. On va voir dans un premier temps comment est-ce qu'on peut effectuer une veille au niveau du Grand Est grâce à la plateforme Apogée. Et on va voir un petit peu comment ça fonctionne la veille, comment est-ce qu'on peut optimiser sa veille pour ne pas être notifié de tout et n'importe quoi. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut paramétrer ces mots-clés pour que ça fonctionne au mieux.
Et ensuite, on verra voilà, comment est-ce qu'on peut effectuer une veille à l'échelle nationale. Donc d'abord, présentation de la plateforme Apogée. Apogée, ça veut dire quoi? Ça veut dire appel d'offres Grand Est. C'est un moteur de recherche qui vous permet de prendre connaissance de tous les marchés publics qui sont publiés sur le territoire du Grand Est. OK? Donc, je vais sur Apogée, je m'inscris, je mets le territoire dans lequel je cherche. Hein. Voilà, on a la possibilité de choisir l'ensemble du Grand Est ou juste un ou deux départements. Et je renseigne un ou deux mots-clés. Et ensuite, je vais être notifiée par mail des nouveaux marchés qui sont publiés et qui correspondent à ces critères-là, directement dans ma boîte mail. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça se fait de manière automatique. Donc, ce n'est pas sur la base du volontariat des collectivités. C'est Apogée, il va venir chercher de manière automatique sur les différents sites des acheteurs, ce qu'on appelle des profils acheteurs, et il va tout rassembler sur une seule plateforme. Deuxième chose à savoir, c'est que c'est gratuit. Donc, il y a des prestataires qui vous proposent de la veille payante. Ça peut être intéressant si vous avez une activité très spécifique et que vous avez du mal à trouver les marchés publics, mais on va dire que quand on commence, Apogée, c'est déjà vraiment bien. Et c'est gratuit, donc je vous invite vraiment à vous inscrire directement sur le site www.apogée.org. Donc là, par exemple, je vous ai mis, j'ai fait quelques recherches avec des mots-clés artistiques, graphisme, vitraux, etc. Et j'ai trouvé, par exemple, ce marché qui concerne de la conception graphique, ce marché qui concerne des travaux de restauration d'une église. J'avais trouvé aussi, par exemple, des marchés publics de voilà, production audiovisuelle, fourniture d'instruments de musique, restauration de peinture, etc., etc. On verra ensemble tout à l'heure quelques exemples un petit peu plus concrets quand on regardera ensemble les documents. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que Apogée, il ne se contente pas de chercher vos mots-clés dans le titre du marché. Il va le chercher également à l'intérieur des documents. Par exemple, là, j'avais trouvé des travaux de restauration d'une église. Et moi, le mot-clé que j'avais cherché, c'était vitrail. Et finalement, le mot vitrail n'apparaissait pas dans le titre, mais il allait chercher dans le document, dans les différents lots. Dites-moi dans le chat si la notion de lot dans les marchés publics vous parle. Et donc voilà, il a trouvé le mot vitrail à l'intérieur d'un lot du marché concerné. Alors maintenant, quelques exemples de bonnes pratiques pour optimiser votre recherche sur les différentes plateformes de veille. Ça fonctionne sur Apogée, mais ça fonctionne également sur toutes les autres plateformes. Alors, Pascal, merci beaucoup pour votre question. Je pense que ça va répondre à votre question. Je vous invite à être attentive. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être notifié de tout et n'importe quoi, et comment est-ce qu'on fait pour un peu mieux cibler sa veille sur les plateformes de veille. Donc, par exemple, vous êtes un métier de la création artistique et vous voulez être notifié de tout ce qui s'appelle appel à projet. OK? Mais par exemple, si vous mettez appel à projet directement dans Apogée, à chaque fois que le mot appel, à chaque fois que le mot A et à chaque fois que le mot projet va sortir, vous allez recevoir un mail. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des choses qui ne vous intéressent pas. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est quand il y a une expression que vous voulez retrouver telle quelle, vous la mettez entre guillemets. Si je mets appel à projet avec des guillemets dans Apogée, je vais être notifiée uniquement quand j'ai l'expression exacte qui ressort. Donc ça, c'est quelque chose d'important à retenir. Par exemple, si je suis un peintre en décor, comme je sais qu'il y en a parmi nous aujourd'hui, souvent on me dit oui, mais dès que je mets peinture dans Apogée, je suis notifiée de tout ce qui est relatif au marché de travaux qui ont un lot de peinture. Donc là, est-ce que la personne qui fait défiler les slides pourrait arrêter de le faire? Merci beaucoup. Donc là, je vais mettre peinture, un petit tiret et travaux. Et ça va exclure directement le mot travaux. Je vous invite à faire attention, il n'y a pas d'espace entre le tiret et le mot.
Voilà, donc là, j'aurai tout ce qui relève tout ce qui contient le mot peinture, mais pas le mot travaux. Pareil, si je suis un artisan de restauration de meubles et que je veux voilà, être uniquement notifiée des marchés qui relèvent de la restauration ou de la valorisation de meubles, mais pas de la fourniture de meubles, ben, je peux accoler les deux mots meubles and artistique. Et ça va me donner uniquement les résultats qui contiennent à la fois le mot meuble et le mot artistique. Et on peut faire la même chose avec le mot or qui permet de donner tous les résultats qui contiennent soit le mot vitrail, soit le mot vitraux. Oui, alors ces astuces, elles sont valables sur toutes les plateformes de veille. Elles sont valables sur Google, sur tous les moteurs de recherche et également sur toutes les plateformes de veille. Donc il y en a d'autres, hein, mais là je vous ai donné les principales. Donc n'hésitez pas à faire des tests avec les différents mots-clés, à vous amuser avec ça. Vous pouvez télécharger le support au format PDF, comme ça vous l'aurez et vous pourrez faire vos tests et voir si ça arrange vos... voilà, pour éviter d'être un peu spammé par des alertes de marché qui ne vous concernent pas. Voilà. Pascal, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà, est-ce que vous avez pu trouver comment à optimiser votre recherche? Gilles, je crois que j'ai répondu à la vôtre aussi. Voilà, donc ça c'était un petit aparté sur comment optimiser sa veille. Par exemple, je renseigne quelques mots-clés, je tombe sur cette page-là, conception, réalisation, agencement, montage de la scénographie. Je me dis, tiens, ce marché, il m'intéresse. Comment est-ce que je fais pour la suite? Je clique dessus et là, Apogée va directement me rediriger vers ce qu'on appelle le profil acheteur. Le profil acheteur, c'est le site internet de l'acheteur public sur lequel il va vous mettre à disposition les différents documents de la consultation, les documents dont vous devez prendre connaissance pour ensuite répondre au marché public. Et c'est sur ce profil acheteur aussi que vous allez déposer les différents documents de votre réponse avant la date limite. Okay, donc, c'est vraiment un site internet qui permet d'échanger des documents. Donc, Apogée vous redirige directement sur le profil acheteur de l'acheteur concerné. Sur ce profil acheteur, vous allez avoir une option qui vous permet de télécharger le dossier de consultation ou le règlement de consultation. Le dossier de consultation, c'est l'ensemble des documents. Donc, il est possible que là, vous ayez 30 ou 5 ou 50 documents. Tout dépend de la consultation, du nombre de lots, etc. Mais là, vous avez l'ensemble des documents. Moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est simplement à télécharger le règlement de consultation. Le règlement de consultation, c'est le document qui, on va dire, vous donne un peu les règles du jeu. C'est un résumé du marché. Donc, dans un premier temps, pour savoir si ce marché vous intéresse, vous n'avez pas besoin de télécharger tout le dossier. Vous téléchargez uniquement le règlement de consultation. Et à ce stade-là, vous n'avez pas forcément besoin de vous identifier. C'est-à-dire que sur le profil acheteur, on va souvent vous demander est-ce que vous souhaitez vous inscrire ou est-ce que vous souhaitez télécharger anonymement ce document? Si vous décidez de répondre au marché, moi, je vous invite vraiment à, comment dire, vous identifier parce que si jamais il y a un changement dans les documents du marché, si vous n'êtes pas inscrit, si on n'a pas votre adresse mail, on ne peut pas vous prévenir qu'il y aura un changement. En revanche, là, à ce stade, juste pour vous faire une idée, vous n'avez pas forcément besoin de vous identifier. Donc, un marché m'intéresse, je télécharge le règlement de consultation. Le règlement de consultation, c'est vraiment le document clé qui va vous permettre de savoir si vous êtes en mesure de répondre ou pas. Et si vous décidez de répondre, c'est aussi le document qui va vous aider à construire votre réponse. Voilà. Donc, s'il y a un truc que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que dans votre démarche de veille, ce qui est important pour vous en termes d'analyse, c'est le règlement de consultation. Quand on lit attentivement le règlement de consultation, déjà, on a 50% de chances de ne pas faire du hors-sujet, de ne pas se tromper et de ne pas perdre des points bêtement et de ne pas se mettre en danger. Voilà. Donc là, je vous parlais des dispositifs de veille et de comment ça fonctionne de manière générale une plateforme de veille, que ce soit en termes de recherche ou en termes de où est-ce que je clique, qu'est-ce que je télécharge. Maintenant,
je me doute bien que beaucoup d'entre vous ne se limitent pas au territoire du Grand Est et que certains, voilà, cherchent à travailler au niveau national, voire même international. Hem, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'équivalent d'Apogée au niveau national, mais vous avez différentes plateformes de veille sur lesquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, par exemple, vous avez France Marché, qui fonctionne exactement de la même façon qu'Apogée, avec des mots-clés. Vous pouvez mettre vos tirets, vos guillemets, etc. Et moi, j'ai fait quelques tests là-dessus. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal d'appels à projets, il y a pas mal de dispositifs 1% qui sont publiés sur cette plateforme-là. Vous avez aussi des plateformes un peu plus spécialisées, comme la plateforme du CNAP, du CIPAC. Voilà, vous avez un onglet, alors je ne sais pas si ça se voit, hein, mais vous avez un onglet 1% artistique. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire ou à aller faire des tours sur ces plateformes-là. Ce qui est aussi important, ben, vous le savez, hein, c'est les réseaux pro. Voilà, parfois ça passe par votre fédération, ça passe par la chambre de métier. Nous, on essaye aussi de relayer de temps en temps quand on voit un appel d'offres qui est vraiment, ou un appel à projet qui est vraiment intéressant. Mais le bouche à oreille, ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, moi je vous invite à vous inscrire, à ratisser le plus large possible, mais à bien paramétrer vos critères de recherche, vos mots-clés, pour que vous ne soyez pas spammé tout le temps par des mails qui ne vous intéressent pas. Voilà, concernant la partie veille, est-ce que vous avez des questions? Je vous laisse réfléchir. En attendant, je voulais partager quelque chose avec vous. Mince, pourquoi je n'arrive pas à ouvrir? Hop. Je voulais partager avec vous quelques exemples. Est-ce que vous voyez bien mon écran? J'ai enlevé le support et normalement, vous devez voir mon écran. Oui, bon, super. Je voulais simplement vous montrer quelques exemples de ce que j'avais pu trouver là dans les appels d'offres qui sont en cours. Vous montrer un petit peu ce qui se passe en ce moment. Donc, par exemple, là, on a l'exemple d'un appel à candidature. Hein. Donc là, on sort vraiment du périmètre Grand Est, mais c'est intéressant quand même. Donc, un appel à candidature pour la création d'un sentier d'art en forêt. Donc, ça, c'est en Normandie. Voilà, donc simplement pour vous montrer à quoi ça peut ressembler un règlement de consultation, un document de marché. Donc là, on vous donne un petit peu des détails sur le projet. On ne va pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez directement faire vos recherches et trouver par vous-même les différents documents. Un autre exemple qui ressemble aussi, un appel à la création pour la création d'œuvres éphémères monumentales dans une forêt. Voilà, donc ça peut également, c'est autour de Rouen. Donc ça pourrait également vous intéresser. C'est en partenariat avec l'ONF. Et donc là, ils ont fait l'effort en plus de faire un document un petit peu sympa. Voilà, donc on vous demande de fournir un avant-projet, etc., comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc, et puis Pierre-Étienne indique également qu'en Meuse, il y a un autre appel à projet. Donc c'est super, Pierre-Étienne, si tu veux partager sur le chat peut-être le lien de cet appel à projet dont j'ai pas repéré. Un autre exemple, voilà, là sur le thème du fleuve, par exemple, des artistes qui sont appelés à proposer également un avant-projet sur le thème du fleuve pour être disposé dans 5 lieux sur le territoire de la métropole, encore Rouen. Un appel à projet, là dans le cadre du dispositif 1%, création artistique participative dans l'espace public. Là, pareil, je vous inviterai à aller voir peut-être à aller voir les différents documents si ça vous intéresse. Pareil, bon là, le document est peut-être un peu moins sexy, mais c'est pareil, c'est pour un dispositif 1%. Alors, pour la mairie d'Avignon. Donc voilà, je vous donne quelques pistes. Hein. L'idée, c'est pas de regarder en détail chaque document parce que j'imagine que tout le monde n'est pas intéressé par la même chose. Mais voilà, c'est de montrer qu'il y a des possibilités. Là, c'est des choses qui sont ouvertes actuellement. Pareil, là, pour une œuvre d'art dans le cadre du dispositif 1% à Hyères, donc là, plutôt dans le sud de la France. Voilà.
C'était vraiment une petite parenthèse avant de rentrer dans la partie réponse. Voilà. J'espère que ça vous aura permis de vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose de concret et qu'il y a des vraies opportunités en cours et que c'est pas juste tous les 3 ans. Voilà. Deuxième étape, donc première étape, c'est j'identifie les marchés qui peuvent m'intéresser. Et deuxième étape, c'est j'y vais ou pas. On va voir ensemble les points de vigilance. Premier point de vigilance, c'est vraiment ce que je vous expliquais tout à l'heure. Dans le règlement de consultation, ça va vraiment être le document clé. Il y a il y a un endroit que vous devez absolument rechercher. C'est les critères de sélection, les critères de jugement des offres, de jugement des candidatures. Voilà, ça peut être appelé de différentes façons, mais c'est l'endroit où vous allez découvrir les attentes essentielles et les documents qui sont attendus. C'est-à-dire que ça va détailler les différents points sur lesquels vous serez attendu et noté par la personne qui va vous lire. Autrement dit, en lisant et en analysant cette partie-là, vous allez pouvoir reconstituer le barème avec lequel on va vous noter. Okay ? Donc, la première des choses, ça va être d'identifier la liste, le barème sur lequel vous allez être noté, de vous demander, est-ce que je suis vraiment en capacité de proposer un projet qui va venir répondre à tous ces critères? Et est-ce que je vais être capable de fournir ces documents-là dans le délai imparti? Compte tenu du barème de notation, parce que c'est aussi l'endroit où on va vous donner la pondération, c'est-à-dire le poids relatif de chaque critère de notation, de chaque attente, les unes par rapport aux autres. Donc, par exemple, si vous savez que vous, votre point fort, c'est, j'en sais rien moi, la qualité des matériaux ou on va dire le caractère éco-responsable des matériaux et que c'est noté sur 10%, bon, voilà. Vous savez que vous n'êtes pas forcément la personne attendue pour répondre à ce projet. Donc, dans ces cas-là, peut-être qu'il est préférable pour vous de ne pas vous positionner. Donc, voilà, vraiment, ce qui ressort là-dedans, premier point de vigilance, je prends mon règlement de consultation, je vais voir la partie critères de sélection. Je me fais une petite liste à l'après-vert de toutes les choses qui sont attendues de moi et je me dis, est-ce que je suis la bonne personne pour répondre à ce marché-là? Alors, bonjour Jean-Denis, vous arrivez un petit peu tard, vous avez raté la première partie. Est-ce que le PowerPoint sera diffusé? Oui, vous avez déjà la possibilité de télécharger directement au format PDF en cliquant sur un petit icône en haut à droite de votre écran. Voilà. Et vous aurez accès au replay du webinaire de manière automatique à la fin du webinaire. Donc voilà, là, je vous ai mis quelques petits exemples que j'ai tirés des documents que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est-à-dire les exemples d'appels d'offres ou d'appels à projets qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc, par exemple, on voit premier critère, qualité du dossier artistique, 50%. Deuxième critère, motivation, à partir d'un autre document, la lettre de motivation. Troisième critère, voilà, pareil, avec une pondération. Autre exemple, là, on vous donne des critères qui ne relèvent pas forcément, dans un premier temps, de la forme, mais plutôt du fond, c'est-à-dire intégration, pertinence du projet dans l'espace public, originalité, embellissement de la commune, des actions de médiation, réflexion autour des temps de résidence, respect du budget, faisabilité technique du projet, et un dernier critère qui relève plutôt de la qualité des documents que vous allez fournir, rédaction du dossier et de la lettre d'intention. Voilà. Je vous laisserai regarder. Dans tous les cas, si vous avez des difficultés à un moment, enfin, il y a un marché qui vous intéresse, si vous avez des difficultés pour analyser les différents documents ou pour construire votre réponse, vous n'hésitez pas, vous me passez un petit coup de fil et on se prend un rendez-vous. Voilà, donc, vous l'avez compris, point de vigilance, les attentes essentielles, comment est-ce qu'on attend, quelle est la forme ou quel est le mode de présentation attendu, quels sont le poids relatif des différents critères, la pondération des différents critères. Et je voulais faire un point avec vous sur les autres modalités du marché qu'il faut prendre en compte. Voilà, là, l'idée, c'est vraiment de ne pas vous mettre en danger
de ne pas vous mettre dans une situation qui pourrait finalement voilà, vous mettre dans une situation inconfortable. Donc voilà, par rapport au montant du marché, est-ce que le montant du marché, il est raisonnable par rapport à votre chiffre d'affaires? Est-ce que dans le marché, on prévoit des dispositifs qui vont vous aider au niveau de votre trésorerie, des avances, des acomptes, des clauses de révision de prix si jamais vous êtes concerné par un matériau qui a pris beaucoup et qui pourrait être amené à augmenter encore en termes de prix? Est-ce que vous serez capable d'assurer l'exécution du marché sur toute sa durée? Est-ce que vous avez les effectifs nécessaires? Est-ce que vous avez la capacité ou le volume de production nécessaire pour bien exécuter le marché? Est-ce que vous avez les savoir-faire et les qualifications qui sont requises? Est-ce que le lieu d'exécution du marché, il est relativement proche de chez vous? Si ce n'est pas le cas, est-ce que ce sera faisable pour vous de vous déplacer peut-être plusieurs fois? Et est-ce que vous avez vérifié dans le budget que c'était pris en charge ou pas? Parce que ça va dépendre. Du coup, ce que je veux dire, c'est que ça va influencer votre proposition tarifaire, si jamais c'est pris en charge ou pas. Est-ce que dans le calendrier du projet, vous pouvez bien vous intégrer, etc., etc. Donc ça, c'est les différents points de vigilance que moi, je vous invite à étudier avant de vous lancer. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Vous n'êtes pas très bavard aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions bêtes. J'espère que je passe pas trop vite sur certaines choses. Voilà, s'il y a des termes que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'arrêter. Troisième étape, donc voilà, j'ai identifié un marché, j'ai fait ma petite analyse, je me suis rendu compte que c'était un marché sur lequel je souhaitais me positionner. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais construire ma réponse. Si certains d'entre nous ont perdu un petit peu de leur concentration, je vous invite voilà, à vous reconcentrer, à faire attention à ce que je vais dire maintenant parce que c'est vraiment le plus important. Voilà, donc n'hésitez pas également si vous avez des questions. Quand vous allez construire votre réponse, il y a 3 grands messages que vous devez absolument chercher à transmettre pour valoriser votre entreprise et votre activité. Le premier message, c'est « Voici qui je suis, voici qui nous sommes si vous êtes plusieurs ». Deuxième message, c'est « Voici ce que je propose pour répondre à votre besoin ». Et troisième message, rassurez-vous, vous n'êtes pas mon cobaye. Donc, selon les documents qui sont demandés, voilà, parce que parfois on vous demande un CV, parfois on vous demande un portfolio, parfois on vous demande une note d'intention, parfois on vous demande une lettre de motivation, ça peut changer. Mais ce qu'il faut absolument assurer, c'est que ces 3 grands messages, vous ayez réussi à la fin, quand vous déposez votre dossier, vous ayez réussi à les passer. Donc, premier message. Voici qui je suis, voici qui nous sommes. Là, l'objectif, ça va vraiment être de donner une vue d'ensemble rapide de qui vous êtes, mais pas d'un point de vue administratif, parce que normalement, d'un point de vue administratif, vous avez dû fournir des pièces type DC1, DC2 ou des justificatifs d'activité professionnelle. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà dû régler dans la partie administrative de votre candidature. Là, l'idée, c'est de donner une vue d'ensemble de qui vous êtes. Donc voilà, l'historique de votre entreprise, votre domaine d'activité, qui est votre clientèle, quelles sont vos qualifications, est-ce que vous êtes quelqu'un d'expérimenté, est-ce que, voilà, donnez vos références, ça c'est très important, faire un tableau de vos références pour montrer que voilà, ça fait longtemps que vous travaillez, que vous avez déjà potentiellement travaillé avec d'autres acheteurs publics, voilà, quelles sont vos inspirations. Moi, je vous invite dans ce message-là à être relativement synthétique. Une page, ça suffit. Voilà, une page grand maximum, ça suffit. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas simplement une entité administrative, qu'on est une entreprise qui vit, qui a des valeurs, surtout quand on est une entreprise du domaine artistique. C'est super important, voilà, de se démarquer par qui on est, par nos inspirations. J'ai insisté sur la nécessité de donner ses références, ses expériences, parce qu'en fait, là, vous allez être noté sur votre crédibilité. L'acheteur, il ne vous connaît pas, et il n'a jamais eu l'occasion d'échanger avec vous au téléphone, peut-être. Voilà, il ne vous connaît pas, tout ce qu'il a devant lui, c'est un bout de papier. Donc, il doit s'assurer de votre solidité, de votre sérieux, de votre professionnalisme et de votre crédibilité. Et ce qui va vraiment jouer là-dedans,
c'est vos références passées, vos expériences, vos diplômes, vos qualifications. Si vous avez été distingué, peut-être, il y a un article de journal qui parle de vous. Vous avez remporté un prix, même si c'est le prix d'une commune ou le prix d'une communauté de communes. Voilà, tout ce qui peut jouer en votre faveur et venir comme un gage de crédibilité. Alors, où est-ce que vous pouvez passer ce message-là? Alors, si jamais l'acheteur vous demande de fournir un CV, c'est bien de mettre le maximum de ces informations-là dans votre CV. Mais il y a quand même des chances que vous n'arriviez pas à tout caler dans votre CV. Voilà, parce que peut-être que vous avez besoin d'un peu plus de place, etc. Dans ces cas-là, moi, je vous invite à mettre une partie de ces informations-là dans votre note d'intention. Ok, la note d'intention, c'est le document qui va expliquer de manière très technique ce que vous proposez pour répondre au projet. Ok, donc, c'est vraiment la réponse technique, votre avant-projet, votre réponse, votre proposition pour répondre aux besoins de l'acheteur. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le maximum d'informations dans le CV si jamais l'acheteur vous demande un CV. Et sinon, dans votre note d'intention, faire une petite partie introductive d'une page. Voilà. Donc, par exemple, vous divisez votre note d'intention. Voilà, première partie, présentation de l'entreprise et deuxième partie, proposition technique. Voilà pour le premier message. Voici qui nous sommes. Deuxième partie, voici ce que je propose pour répondre à votre besoin. Donc là, l'idée, c'est vraiment de montrer comment vous répondez techniquement au besoin qui a été exprimé et pourquoi est-ce que vous êtes le mieux placé pour le faire. Là, ce qui est vraiment important, c'est de cibler les attentes de l'acheteur. Vous devez vraiment vous calquer sur le besoin qui a été exprimé, les critères, les fameux critères que vous avez identifiés dans le règlement de consultation, la fameuse liste à l'après-vert que vous vous êtes fait. Vous devez répondre point par point à tous ces critères qui ont été édictés. Autre chose que je remarque aussi souvent lorsque je relis des notes d'intention ou des mémoires techniques, parce que mémoire technique, note d'intention, c'est la même chose, c'est la notion d'engagement. Souvent, quand on est une entreprise et qu'on œuvre dans le domaine artistique, on sait très bien faire la première partie, voici qui je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes inspirations, mais parfois, on a du mal à s'engager, à dire, voilà, je vois qu'il y a un critère sur le calendrier du projet. Ce qu'on a du mal parfois à faire, c'est de dire, je m'engage à ce qu'à telle date, telle phase du projet soit faite, ou à, pas forcément une date, mais je m'engage à réaliser telle phase en tant de semaines, où on a du mal à dire, je m'engage à utiliser des matériaux qui bénéficieront de tel label. Or, c'est ça que l'acheteur attend. Il attend des engagements de votre part. Voilà. Et donc, ces infos-là, le document dans lequel vous devez les faire apparaître, c'est dans la note d'intention. La note d'intention, c'est vraiment le document clé, le document phare, c'est le document sur lequel vous allez être noté. Ok, donc dans ma note d'intention, j'essaye d'avoir vraiment ma grosse partie, c'est sur la réponse technique au besoin qui est exprimé. Si jamais l'acheteur ne vous parle pas de note d'intention, il va certainement vous demander de faire une lettre de motivation. Auquel cas, la lettre de motivation remplace la note d'intention. Voilà, donc premier grand message, voici qui je suis, voici qui nous sommes. Deuxième partie, voici ce que je propose pour répondre à votre besoin. Et troisième partie, rassurez-vous, vous n'êtes pas mon cobaye. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de donner du crédit aux arguments que vous avez avancés lorsque vous avez parlé de lors du message précédent. C'est-à-dire, voici ce que je propose. Vous devez apporter des preuves de vos arguments. Vous devez apporter des preuves de ce que vous êtes en capacité de produire. Encore une fois, l'acheteur ne vous connaît pas, il ne sait pas si vous êtes quelqu'un de sérieux. Donc là, l'idée, c'est d'avoir toujours un message rassurant, un élément de preuve. Donc là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de choisir une référence, un projet sur lequel vous avez participé, qui ressemble le plus possible aux besoins auxquels vous répondez. Ça peut être en termes de montant, ça peut être en termes de, c'est un acheteur public, ça peut être en termes de matériaux,
Ça peut être en termes de calendrier du projet. L'idée, c'est de venir rassurer l'acheteur concernant ce que vous avez avancé dans la partie proposition technique. Dans l'idéal, l'idée, c'est de reprendre point par point et d'avoir un projet sur lequel vous expliquez comment est-ce que dans un projet précédent, vous avez assuré les différents éléments de réponse aux critères que vous avez identifiés. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une construction en miroir. J'ai un critère sur lequel je suis évaluée, j'essaie d'amener à chaque fois un élément de preuve. Sachant que cet élément de preuve, il peut être relativement large. Voilà, ça peut être un témoignage d'un de vos clients, ça peut être des photos de ce que vous avez réalisé, ça peut être des attestations de bonne exécution que vous pouvez demander d'ores et déjà à vos précédents clients. Voilà, l'idée, c'est d'avoir toujours, lorsqu'on avance un argument, dans l'esprit qu'on doit être en capacité de prouver ce qu'on avance. Voilà, donc les 3 grands messages, voici qui nous sommes, voici ce que nous proposons pour répondre à votre besoin, et rassurez-vous, vous n'êtes pas notre cobaye. Voilà, et dans ce troisième message, il peut apparaître dans 2 documents, principalement dans la note d'intention ou si jamais vous n'avez pas de note d'intention, dans la lettre de motivation. Si jamais on vous demande juste une note d'intention, l'idée, c'est d'avoir une note d'intention qui se divise en 3 grandes parties. Première partie, présentation de l'entreprise. Deuxième partie, proposition technique. Troisième partie, référence. Et donc, dans votre première partie, vous avez voici qui nous sommes, notre historique, etc. Un tableau des références. Voilà, sur vos 3 dernières années, une dizaine de références. Votre deuxième partie, proposition technique, je réponds point par point à tous les critères de sélection que j'ai identifiés dans le règlement de consultation et je m'engage. Et troisième partie, je choisis parmi toutes les références une référence que je souhaite développer particulièrement pour une ou 2 références. Ça peut être une ou plusieurs, mais on essaie de ne pas en faire 10. Mais je choisis une ou 2 références qui me permettent d'illustrer, qui me permettent de prouver les arguments que j'ai avancés dans ma deuxième partie. Voilà. J'espère que c'est clair. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? J'ai quelques petits conseils après, mais on arrive quand même à la fin. Alors, faut-il exister depuis un certain nombre d'années pour pouvoir postuler? Alors non, pas forcément. Vous pouvez être une jeune entreprise. En revanche, pour certains formulaires ou pour certaines pièces administratives, n'hésitez pas à revenir vers moi pour fournir des équivalents parce qu'on peut vous demander, par exemple, votre chiffre d'affaires sur les 3 dernières années. Donc, voilà, vous devrez certainement fournir des équivalents. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on puisse voir ensemble quels sont les documents équivalents qu'on peut fournir. Mais il n'y a pas du tout de restriction par rapport à ça. Vous pouvez... Moi, je conseille quand même à des entreprises déjà un petit peu matures ou un peu structurées de se lancer sur les marchés publics pour des raisons de trésorerie. En revanche, voilà, si vous êtes une jeune entreprise et que vous vous portez bien financièrement, c'est tout à fait envisageable. Est-ce que j'ai un exemple de note d'intention à vous présenter? Alors là, comme ça, pas forcément parce qu'il faudrait que je les anonymise. Mais là, normalement, avec ce que je vous ai donné en termes de structuration, normalement, vous avez ce qu'il faut. Une note d'intention, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de la structurer en 3 parties. Première partie, 1 page. Voilà, voici qui je suis, voici qui nous sommes. Deuxième partie, proposition technique. Là, c'est vraiment le gros de votre réponse. Et troisième partie, rassurez-vous, vous n'êtes pas mon cobaye, la partie référence. L'idée, c'est pas forcément de faire quelque chose de très long. Moi, je trouve que 10 pages, c'est largement suffisant. En revanche, ce que je peux vous proposer, si ça vous intéresse vraiment de rentrer dans le sujet de la note d'intention ou du mémoire technique, ça dépend. Voilà, les 2 peuvent être appelés de manière équivalente. C'est à vous inscrire à un de nos ateliers. J'en parlerai tout à l'heure. On a 2 ateliers là qui sont prévus à Laxou et à Chaumont pour parler de la méthodologie du mémoire technique. Là, je ne peux pas rentrer. Enfin voilà, on est sur un webinaire, on n'est pas sur un atelier en présentiel où on peut regarder des documents ensemble, c'est compliqué. Mais en revanche, si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à vous inscrire à un de nos ateliers. On en reparlera. Voilà, mais là, normalement, vous avez la trame. Ça devrait suffire. Voilà, j'espère que j'ai répondu. J'espère que c'est clair. Alors,
L'idée, c'est de bien étayer son argumentaire. Exactement. N'hésitez pas à chaque fois à mettre un élément de preuve, une photo, un schéma, un témoignage, une attestation, voilà, à mettre des montants de manière à rendre votre discours le plus crédible possible. Est-ce qu'on peut postuler en groupement? Oui, vous pouvez postuler en groupement. Oui, le statut n'interfère pas du tout dans la possibilité de postuler en groupement. Donc voilà, si vous avez un besoin particulier, n'hésitez pas, voilà, on pourra faire un bilan de manière plus personnalisée sur votre cas, si jamais vous avez besoin de répondre en groupement. Est-ce que vous pouvez postuler via une association? Oui, tout à fait, mais dans ce cas-là, c'est l'association qui doit remplir les documents. Enfin, vous devez postuler au titre de cette association. Donc, c'est l'association qui doit faire la démarche de réponse. Voilà, n'hésitez pas à mettre dans le chat vos autres questions. En attendant, je déroule. Voilà, je vous avais parlé du tableau des références dans l'idée d'avoir un endroit où l'acheteur peut se rendre compte de votre sérieux, de votre professionnalisme. C'est bien dans la partie 1, dans le premier message, d'avoir un tableau des références. Donc là, je vous ai mis un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. D'avoir la période sur laquelle vous avez travaillé avec l'acheteur, le nom de l'acheteur, ce que vous avez réalisé, là un peu comme un CV. Voilà, n'hésitez pas à bien détailler ce que vous avez fait, le montant et le document justificatif que vous pouvez fournir à la demande. L'idée, c'est pas forcément de les joindre tout de suite, ou en tout cas, si vous en avez 10, vous n'êtes pas obligé de joindre les 10 à l'acheteur, mais de dire que si jamais il le souhaite, vous pouvez lui mettre à disposition un document justificatif. Donc, ça, c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps à une personne qui est connectée là aujourd'hui, c'est que vous pouvez déjà faire la démarche, même si vous ne souhaitez pas vous lancer tout de suite sur les marchés publics, d'automatiser, de systématiser le fait qu'à chaque fois que vous terminez un projet avec quelqu'un, de lui demander de signer une attestation de bonne exécution. Parce que ça, c'est vraiment un gage de sérieux, un gage de preuve, un gage de crédit de votre travail. Ensuite, voilà, donc comme je vous le disais, on choisit intelligemment une expérience particulière à développer. De manière générale, soyez synthétique. Autre chose que je vois souvent et qui est quand même relativement évident quand on s'en rend compte, c'est l'intérêt de faire une table des matières et de numéroter vos pages. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'acheteur, il a une liste de critères, il a un barème. Et ce qu'il va faire l'acheteur, c'est quand il va lire votre note d'intention ou votre document, il va dire, OK, alors premier critère, où est-ce que je le trouve? Et là, il va avoir besoin de tourner les pages et de s'assurer que pour chacune des attentes qu'il a formulées, vous avez formulé un élément de réponse. D'où l'intérêt de faire apparaître dans vos titres, dans votre table des matières, les différents critères de sélection sur lesquels vous allez être noté. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais il faut que quand on lit votre table des matières, on puisse identifier les différents critères de réponse et que vous avez bien formulé une réponse sur chacun de ces critères. Et bien évidemment, essayez d'être le plus fidèle possible concernant les souhaits de l'acheteur en matière de fond, c'est-à-dire de contenu, et de forme, c'est-à-dire de mode de présentation. Voilà, donc là, on a terminé. Je vais juste prendre quelques secondes pour regarder les questions. Afin de savoir quelle entreprise a été retenue, comment faut-il s'y prendre? Appeler pour savoir si l'entreprise a été sélectionnée. Alors non, normalement, si vous candidatez, voilà, via une plateforme, etc., vous serez automatiquement notifié. Vous allez recevoir un courriel ou un courrier de la part de l'acheteur pour vous informer du fait que vous avez été retenu ou pas. J'en profite, merci pour cette question. Si jamais vous n'êtes pas retenu, ce qui peut arriver lorsqu'on répond pour la première fois, ou voilà. Si vous n'êtes pas retenu, pensez à demander à l'acheteur pourquoi vous n'avez pas été retenu. Pensez à demander votre classement. C'est ce qu'on appelle le rapport d'analyse des offres, RAO. N'hésitez pas à le demander. L'acheteur, si vous le demandez, est tenu de vous le communiquer. Ça vous permettra de savoir comment est-ce que vous vous classez par rapport aux autres candidats. Et donc, ça vous permettra de progresser. Par exemple, si vous voyez que sur la note d'intention ou sur le mémoire technique, c'est-à-dire sur votre proposition technique, vous avez été mal noté, dans ces cas-là, passez-moi un coup de fil et on voit comment est-ce qu'on pourrait améliorer ce document ensemble pour la prochaine fois. Peut-être mieux cibler les attentes de l'acheteur ou voir ensemble comment est-ce que la présentation peut évoluer. Voilà.
Comment trouver des marchés publics 1% artistiques? Alors ça, j'ai abordé le point au début du webinaire, peut-être que vous n'étiez pas connecté. Je vous invite à vous inscrire sur France Marché, parce que sur France Marché, souvent, les dispositifs 1% sont publiés. Sinon, vous avez le site du ministère, je peux peut-être essayer de vous le trouver. Le site du ministère. Vous avez le site que je vous mets là dans le chat, le site du ministère de la Culture, sur lequel sont normalement publiés l'ensemble des appels à candidature concernant le dispositif 1%. Mais ce n'est pas exhaustif, donc moi je vous invite quand même à toujours sécuriser votre veille, c'est-à-dire vous inscrire sur plusieurs plateformes pour, voilà, si jamais il y en a une qui... Voilà, pour vraiment sécuriser au cas où. Si jamais il y a besoin d'un petit récap sur le dispositif 1%, dites-le moi. N'hésitez pas à mettre vos questions. J'en profite pour redonner mes coordonnées, les coordonnées de Cécilia sur le territoire de l'Alsace. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez besoin de faire le point, si vous avez besoin d'un accompagnement justement pour analyser les documents de marché, pour y répondre, pour déposer de manière dématérialisée vos documents sur la plateforme, etc., etc. J'en parlais tout à l'heure, les ateliers rédaction du mémoire technique. Mémoire technique, c'est le terme très générique pour ce qu'on appelle note méthodologique, note d'intention, note justificative, mémoire méthodologique, etc. Il y a plein de termes différents, mais en réalité, c'est un seul document avec des attentes un petit peu précises. On en a parlé rapidement aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour progresser dans la rédaction de votre mémoire technique, on organise en territoire à la demande des ateliers avec 5 ou 10 personnes où on va vraiment entrer dans le vif du sujet et travailler ensemble le mémoire technique avec des exemples pratiques. Vous avez aussi la possibilité, à l'issue de ces ateliers, d'avoir une relecture de mémoire technique gratuite ou de notes d'intention. Hein. Je me répète, c'est le même document. Donc voilà, n'hésitez pas, normalement, si vous téléchargez le support au format PDF en cliquant sur le petit icône en haut à droite, vous avez le lien qui est actif, donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Voilà, on a un atelier le 7 février à Laxou et un autre, Laxou donc à côté de Nancy, et un autre le 28 février à Chaumont. Si jamais vous avez voilà, le souhait de participer, de bénéficier d'un de ces ateliers, n'hésitez pas à me faire un mail pour me dire, voilà, je suis une entreprise, j'habite dans les Ardennes, je souhaiterais bénéficier d'un atelier et on essaiera d'organiser ça. Voilà. Et encore une fois, mes coordonnées, les coordonnées de Cécilia, que je vais laisser. 11h03, ben c'est parfait, on a même respecté le timing. Voilà, moi je reste vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions. Si certains veulent ouvrir leur micro, veulent partager une expérience, c'est aussi le cas. Peut-être que vous avez déjà répondu à un marché, que ça s'est mal passé, ou au contraire que vous avez été agréablement surpris parce que c'était pas si terrible que ça. N'hésitez pas, voilà, à le mettre dans le chat ou à m'indiquer que vous souhaitez ouvrir votre micro. Ou si vous souhaitez revenir sur un point particulier, la veille, la construction de la réponse, voilà, n'hésitez pas, ou qu'on re-regarde ensemble les appels d'offres, les documents de marché que je vous avais montrés tout à l'heure, qui sont en cours actuellement. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux attentes. Est-ce qu'il y a certaines activités qui sont frustrées parce qu'elles ne se sont pas senties concernées? Est-ce que certains auraient besoin d'un exemple concret de la manière dont leur activité pourrait avoir des opportunités sur les marchés publics? Bon, ben super, ça veut dire que c'est clair. Merci Pascal, merci à tous pour vos retours. J'espère vraiment que voilà, ça a répondu à vos attentes. Je suis vraiment à votre disposition. Cécilia également, mon homologue en Alsace, qui a plus de 10 ans d'expérience sur les marchés publics. N'hésitez pas à faire appel à elle ou à moi. Et je suis vraiment à votre disposition par téléphone et par email.
Alors, à votre avis, dans quel artisanat d'art les opportunités sont-elles les plus nombreuses? Alors ça, c'est une très bonne question. Heu, c'est une très, très bonne question. Heu, je sais pas du tout. Je dirais qu'il y a des opportunités dans toutes les typologies d'activités, d'art. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même plus ponctuelles. Par exemple, j'ai accompagné, un artisan qui travaille dans le cuir, et il avait répondu à un appel d'offres, pour, fournir des costumes pour un festival. Ça, c'était quand même relativement ponctuel. Maintenant, tout ce qui est, restauration, dans les églises, la menuiserie d'art, la ferronnerie d'art, tout ça, ça marche vraiment bien. Heu, tout ce qui est relatif au dispositif 1 le tout, c'est quand même d'identifier, en fait, les procédures. Mais une fois qu'on a identifié les procédures, je pense qu'on est le périmètre est assez large. Donc, c'est pour ça que j'ai présenté ça aujourd'hui parce que je pense que ça peut, intéresser de nombreuses personnes. Hem, voilà, mais quelle était peut-être la question sous-jacente? Heu, voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Bon. Bah, écoutez, si c'est tout bon pour vous, je vais clôturer le webinaire. Je suis vraiment à votre disposition en revanche si vous avez besoin je vais devoir m'absenter, à partir de mercredi après-midi jusqu'à la fin de semaine. En revanche, n'hésitez pas à me faire un mail, j'essaierai de répondre. Y a-t-il des petits marchés publics accessibles à un artisan d'art seul? Oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait, c'est le principe de l'allotissement. C'est-à-dire qu'en fait, on va diviser un marché en parts de gâteau et chacun peut se positionner sur une part. Donc oui, oui, il y a tout à fait des marchés publics sur lesquels vous pouvez vous positionner sur un lot, heu et sur des montants relativement,